Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Génération Parents, le podcast qui décrypte l'éducation du 21e siècle. Je suis Solène Boquillon-Le Goisiou, la fondatrice de Soft Kids et l'autrice du livre Préparez aujourd'hui vos enfants au monde de demain. Chaque semaine, je vous propose de se retrouver avec mes experts et des invités autour des questions d'éducation du 21e siècle. C'est parti! Alors, cette semaine, en co-invité permanent, j'ai Sophie Pons, que nous accueillons pour la première fois. C'est ton pro des médias, elle est cofondatrice du magazine Chute. Mika, notre Jedi du gaming, game designer et expert de la diversité et de l'inclusion dans les jeux vidéo. Et enfin, notre invité spécial du jour, c'est Emmanuelle Piquet, thérapeute spécialiste de la souffrance en milieu scolaire. Emmanuelle, tu es une thérapeute française spécialiste de la thérapie brève stratégique selon l'école de Palo Alto. Tu vas nous expliquer peut-être vite fait ce que c'est, mais moi, c'est une école que j'aime beaucoup parce que c'est aussi l'école qui a commencé à parler des soft skills, des compétences psychosociales. Donc, je pense que là-dessus, on se rejoint pas mal. Et donc, tu es considérée dans toute l'Europe francophone comme une spécialiste de cette école. Et tu as publié 10 ouvrages qui font référence sur ces sujets-là. J'ai découvert qu'on avait un point commun. Tu étais directrice des ressources humaines durant 15 ans. Eh oui, mais oui, Ouais. mais oui. Moi aussi. Enfin, Ah oui, moi pendant dans aussi mes bras 15 ans. camarades, dans mes bras camarades. Voilà. Donc, une ancienne DRH, mais enfin voilà, l'humain, hein, toujours. Et donc en 2008, tu débutes ton exercice de thérapeute en cabinet. Tu es vite rejoint par une équipe et tu crées les centres 180° chagrin scolaire à Lyon, Mâcon, Paris et Lille. Et dans ces centres, on exerce uniquement selon l'école de Palo Alto. On accueille les adultes, les couples et les enfants sur des problématiques de toutes sortes autour des relations douloureuses avec les autres et avec soi-même. Et donc, tu es devenue une des figures, les plateaux, francophones pour expliquer un peu comment, lutter contre le harcèlement, scolaire. Tu as, écrit beaucoup de livres sur le sujet, «Te laisse pas faire», «Je me défends du harcèlement», le harcèlement en 100 questions et le dernier qui est sorti, la semaine dernière, «Manuel de survie face aux harceleurs». Et c'est vrai que c'est hyper intéressant quand on t'écoute et quand on regarde parce que, tu vas changer, la posture en fait, des enfants. Donc est-ce que déjà tu peux peut-être brièvement nous expliquer ce que c'est, l'école de Palo Alto et ton travail par rapport à ces enfants et ce changement de posture? Puisque c'est vrai qu'on a souvent tendance à parler, des harceleurs et moins, je trouve, de, comment faire pour que ça aille mieux pour le harcelé. Oui, donc très rapidement, même si c'est compliqué, donc je vais essayer d'être le plus clair possible, mais donc grosso modo, l'école de Palo Alto, c'est une école qui est née dans les années 50 aux États-Unis, donc et qui a regroupé, plein de penseurs qui ont vraiment révolutionné les sciences humaines et même les sciences sociales d'une certaine manière. Hem et donc ils se sont appuyés, vraiment sur, un certain nombre de recherches qui sont très documentées et leur idée phare, qui est d'une simplicité absolue et d'une esthétique, je trouve, renversante, mais c'est parce que je suis un peu ayatollah et addict aussi à cette école, mais qui est très difficile à mettre en œuvre. Cette idée est la suivante, c'est souvent ce qu'on met en place pour résoudre un problème qui non seulement ne le résout pas, mais l'alimente, voire l'aggrave. C'est une idée qui est vraiment, extrêmement étayée. C'est-à-dire que quand on commence à regarder les cercles vicieux dans lesquels les gens sont pris, que ce soit en matière de harcèlement, dans le couple, au niveau professionnel et cetera, on s'aperçoit qu'en effet, très souvent, ce qui est très douloureux, c'est que c'est comme si on était un peu un hamster dans une roue ou, une mouche qui se cogne toujours contre la même vitre, en fait. Mais on continue pour plein de raisons. D'abord parce que ça nous semble logique de faire ce qu'on fait. Ensuite parce que, voilà, on n'a même pas idée qu'on peut faire demi-tour. Alors que moi, quand, mes patients viennent me voir et qu'ils me disent: «En fait, moi, je suis dans une impasse»,
j'ai je leur dis: «Ben, faisons demi-tour du coup». Mais quand même, ça me semble relativement logique. Mais parfois, ils n'ont même pas conscience qu'il faut faire demi-tour et parfois, ils considèrent que le demi-tour est trop douloureux ou qu'il génère trop de renoncement. Donc, c'est compliqué de faire un virage à 180°. Donc, vous avez compris pourquoi on s'appelle à 180° du coup, parce qu'on va aider en fait les gens qui nous font, confiance pour les y aider. On va aider ces gens à faire vraiment ce virage à 180°, c'est-à-dire à faire exactement l'inverse de ce qu'ils ont fait jusqu'à présent. En matière de harcèlement en milieu scolaire ou ailleurs d'ailleurs, c'est exactement pareil dans le couple ou, dans le milieu professionnel. C'est assez monotone ce que font les gens. Alors ce que font à la fois, l'entourage des enfants harcelés, mais des adolescents harcelés, que ce soit l'entourage familial ou l'entourage scolaire, et puis ce que font les enfants harcelés, ils ont pas beaucoup de choses à leur disposition. Donc ce qu'ils font souvent, c'est qu'ils font comme s'ils entendaient pas ou alors, ils se recroquevillent un peu plus. Certains explosent, hein, donc c'est un peu différent. Mais en tout cas, à chaque fois, il y a une espèce de déséquilibre, ce qu'on appelle, dans l'école de Palo Alto, une schismogénèse, donc une escalade complémentaire entre un enfant ou un adolescent de plus en plus en position haute, en position de puissance, en position d'emprise, et puis un enfant de plus en plus recroquevillé, de plus en plus en position basse. C'est ça, en fait, la mécanique du harcèlement, en milieu scolaire, je le redis, ou ailleurs. Et donc, notre proposition, ça va être vraiment de briser cette escalade complémentaire, en ce sens qu'on va faire remonter l'enfant harcelé dans une position plus haute, ce qui va automatiquement faire baisser l'enfant harceleur dans une position plus basse pour se remettre dans une interaction qui soit équilibrée. Et au fond, vraiment le point fondamental chez nous, c'est que on ne va pas avec l'école de Palo Alto soigner des gens. On va pas considérer que l'un est psychopathe ou que l'autre, est une victime, née. On va pas du tout considérer ça. Nous, ce qu'on va considérer, c'est l'interaction qui est entre les 2. Et Václavic, qui est un des penseurs, absolument géniaux de cette école, disait: «On ne soigne pas des gens, on soigne des relations». Racketté quoi. C'est-à-dire, il voulait ses affaires. Parce que nous, on veut les mêmes. C'est sûr que si moi je serais, du côté, des onnards, je verrais, un petit bourgeois en train de porter, des affaires à 3 000 balles, des chaussures, à 2 000 balles, c'est sûr que ça me donnerait envie d'aller lui prendre justement. Moi, le débat que j'avais envie d'avoir avec toi, c'est justement sur la relation des jeunes et donc moi, j'ai l'impression que nos enfants vont de vivent maintenant dans un monde parallèle au nôtre et que leurs relations sont totalement, différentes, notamment avec les technologies, les réseaux sociaux. Ils semblent évoluer dans des univers distincts et parallèles. Le jeu vidéo, que ce soit aller, sur les messageries. On a tous de cette image, on passe devant un collège ou un lycée et en fait, ils sont tous assis sur un banc, mais ils parlent pas entre eux, ils sont tous sur leurs écrans et donc moi, je me pose la question de est-ce que, le relationnel, la communication aussi, moi je dis souvent à mes enfants: «Mais communiquez, il y a un émetteur, un récepteur, vous ne vous parlez pas». Est-ce que ça a changé? Est-ce que ce serait pas ça qui amène peut-être aussi à plus de violence parce qu'on ne sait plus interagir les uns avec les autres? Moi, je crois qu'ils interagissent très bien, hein. Oui. Simplement, ils n'interagissent pas comme nous interagissions et comme nous interagissons. Mais moi, je trouve que c'est hyper intéressant de se souvenir. Moi, je suis une vieille personne, donc sur ce plateau, je suis sans doute largement la plus âgée, mais moi, je me souviens encore de ce téléphone avec le ressort là, le fil torsadé là, que je passais sous, ma porte pour pas qu'on m'emmerde et je venais de quitter ma copine à qui je ne disais pas des choses très passionnantes, il faut bien je l'admets maintenant avec le recul, avec toute l'affection que j'ai pour la petite fille que j'étais, mais c'était vraiment pas passionnant. Mais par contre, il fallait que je continue vraiment, au moins 2 heures et demie, 3 heures parce que c'était très important. Et je me souviens de ma mère qui tapait à la porte en disant: «Mais vous êtes complètement débile en fait, vous êtes, en plus pour se dire des conneries pareilles» et donc j'ai bien peur que j'ai bien peur qu'on soit un peu dans ce même genre de perception qui fait qu'on regarde le monde des adolescents notamment, hein, puisque c'est de ça qu'on parle quand même, préadolescents, adolescents, avec nos lunettes à nous en fait, hein, des lunettes qui par définition sont un peu myopes. Moi, ce que je reçois en consultation, c'est plutôt des enfants, extrêmement relationnels, qui ont des amitiés, qui ont des chagrins d'amitié, très forts comme nous, enfin comme moi j'ai vécu. Hem, je ne crois pas que la violence ait forcément, évolué, je crois pas. En tout cas, si elle a évolué, je suis pas sûre que ce soit dans le sens qu'on pense. Je crois qu'il y a toujours eu des choses très, très dures relationnellement à l'école. On est un peu amnésique de ça, hein, pour une raison qui m'échappe d'ailleurs, mais
je ne sais pas exactement, comment l'expliquer, mais on a tous vécu, soit en tant que témoin, soit en tant qu'acteur, soit en tant que victime, des choses absolument hallucinantes en matière d'exclusion, de moquerie, enfin de violence relationnelle, à l'école, au collège ou au lycée. Donc on a un échantillon assez représentatif là maintenant, très qualitatif en fait, puisqu'en plus on est sur différentes, villes, en effet tu l'as dit. On a été soutenu par la Fondation pour l'enfance, donc on a la chance de pouvoir accompagner des familles qui n'ont pas les moyens, de consulter en ville et qui sont, légion puisque c'est cher, hein, la thérapie. Suivre une thérapie, c'est cher, même si nous on fait des thérapies plutôt très brèves. Donc dans ces 600-700, enfants, adolescents, et adolescents notamment qu'on reçoit, en consultation pour des souffrances, relationnelles, je dirais qu'il y a à peu près 4 qui se plaignent de harcèlement en ligne. Donc encore une fois, enfin je veux dire, on est sur une espèce de dramatisation, adulte, qui ne me semble pas de bon augure en plus, parce qu'il y a un chiffre quand même qui est quand même hyper intéressant je trouve de ce point de vue-là. 60 des collégiens, plus de 60, on est plutôt sur 62, considèrent que, les adultes ne savent pas régler les problèmes de harcèlement. C'est monstrueux. Enfin, moi, je trouve ça glaçant. C'est-à-dire que c'est vraiment un échec collectif. C'est-à-dire que la communauté adulte et j'écoutais encore là des collégiens, s'exprimer là-dessus. Ils disaient: «Mais tout le monde nous dit» parce que le gros truc de l'éducation nationale, c'est: «Parle à un adulte qui va s'occuper de Oui, bah, toi». Donc ils c'est disent: la «Bon». campagne de la semaine dernière, c'est l'affaire de tous. Oui et puis depuis, 20 ans, enfin, ils nous fatiguent donc oui, parle à un adulte tout en disant: «Il faut que la parole se libère» et tout ça, mais en fait, le problème, c'est que les gamins, ils disent: «Mais moi, je veux bien parler à un adulte», mais ils servent à rien les adultes. C'est ça, en fait, hein, que se disent les collégiens en ce moment. Il faut quand même en avoir bien conscience, quoi. Donc moi, je pense que, on regarde ce problème et l'adolescence d'une façon générale, comme je le disais, vraiment avec notre regard un peu myope d'adulte. Moi, je crois que la bonne posture de la population adulte, c'est d'être à côté des enfants, à côté des adolescents et pas, finalement en les surplombant ou en se mettant entre le monde et eux, quoi. Et du coup, en fait, je crois qu'il y a une espèce de confusion, entre le harcèlement tel que nous on le définit, hein, cette escalade dont je parlais tout à l'heure, et puis, la violence en ligne. C'est complètement différent. C'est-à-dire que le harcèlement en ligne, dont ils parlent peu, je le redis, dont ils ne se plaignent pas, hein, dans la grande majorité des cas, ça se passe sur le groupe WhatsApp de la classe ou via des SMS. C'est pas compliqué, hein. Donc je pense qu'il y a plein d'adultes qui imaginent des espèces de meutes qui sont, aux trousses, de leurs enfants et ça, je dis pas qu'il y a pas de violence en ligne, hein, il peut se passer des choses très dures et je mets pas par ailleurs, à part le revenge porn, hein, donc ces photos et ces vidéos qui sont, diffusées, sur les réseaux, voilà, contre le gré des personnes qui sont filmées. Mais en dehors de ce fait qui est un fait, qui arrive, hein, mais qui est évidemment, pas exactement du harcèlement en milieu scolaire, je crois qu'il faut pas se tromper d'ennemi encore une fois, quoi. C'est-à-dire que c'est une caisse de résonance, mais c'est pas le fond du problème. C'est une modalité, supplémentaire, différente qui génère une souffrance supplémentaire, ça je ne le nie absolument pas, puisqu'en effet l'enfant n'est pas en sécurité, affective le soir dans son lit, donc ça je ne le nie pas, mais c'est une question de degré en fait, pas une question de nature et on en fait comme si c'était un phénomène, à part. Donc moi, je trouve que, en tout cas, moi, les adolescents que je reçois ne ressemblent pas au portrait qu'en font certains essayistes depuis 5-10 ans là, en les traitant de crétins digitaux, en les traitant de je sais pas, de gens qui ont perdu le sens des réalités. Moi, c'est pas ce que je reçois. Je reçois des ados, des enfants plutôt très sympas, qui en effet ne communiquent pas comme nous, parce qu'ils ont cette modalité, supplémentaire et ce que je constate également, c'est qu'ils sont beaucoup plus, méchants que nous, en fait. Parce que, sans doute, ils ont été, élevés là-dedans, mais moi, je trouve qu'il y a des parents qui sont beaucoup plus, inconscients de ce qui peut se passer sur les réseaux en diffusant des photos de bébés, d'enfants, enfin je veux dire, en mettant leur intimité en pâture. Les ados, ils font super gaffe à ça, hein. Ouais, oui, on en parlait la semaine dernière, on a enregistré avec l'association Les Papillons, on a parlé de parenting et on parlait du fait qu'il y a de plus en plus, bah, de ados, pré-ados, qui ne veulent plus être sur les réseaux sociaux, qui veulent s'assurer que les soirées ne seront pas filmées, qu'on ne retrouvera pas, qu'on a été, à tel ou tel endroit sur Instagram et cetera. Donc il y a je pense qu'il y a un retour, des choses.
Mais non, mais c'est très intéressant, ce que tu dis Emmanuel et de remettre un peu les choses en perspective. C'est vrai que je pense qu'on est complètement biaisé. Moi, la semaine dernière, donc j'ai fait un post LinkedIn, sur le harcèlement scolaire, comme, je fais toujours un post sur l'actualité de la semaine. J'ai eu, je sais pas, 30 des commentaires, c'était: «On n'a qu'à interdire les réseaux sociaux comme, en Australie». Et donc à chaque fois, je répondais: «Oui, je ne pense pas que ce soit la solution» et de toute façon, on voit bien que le départ du harcèlement, il est pas sur les réseaux sociaux, il est, en réel, en classe, dans la cour, dans la à la cantine et cetera. Mais il y a un petit peu, comme tu le disais au début, en fait, il faut qu'on trouve un coupable et donc là, aujourd'hui, on a eu cette période où le coupable, c'était les écrans. Donc là, maintenant, le coupable, c'est un petit peu plus les réseaux sociaux. Mais on est toujours dans cette, chose qui, moi, me désespère en France, cette politique du numéro vert où on fait pas de la prévention, de l'éducation et où on n'essaye pas de prendre de la hauteur, sur les sujets pour un peu mieux comprendre, comment est-ce que chaque génération, fonctionne et c'est vrai que, nous aussi dans la cour de récré moi quand j'étais petite, voilà, il y avait toujours des problèmes, quoi. Après est-ce que c'est, cette amplification parce qu'on en parle plus et donc comme on en parle plus, on a l'impression qu'il y en a plus? Je ne sais pas. Bah, en parlant de monde parallèle, forcément, le jeu vidéo, je suis obligé d'en parler. Effectivement, je pense que le jeu vidéo, c'est pas un monde parallèle, c'est plus une extension de la vie réelle, en fait, hein. Comme je le dis, le jeu vidéo, c'est un reflet pixelisé de notre société, avec des fois un petit effet, grossissant, mais avec ses défauts, et ses qualités. Donc dans les jeux vidéo, on offre des expériences de liberté, qui sont uniques et ça amplifie aussi, les mêmes normes et les mêmes défis et sur le sujet de la communication, je pense effectivement que c'est des modes de communication qui sont différents, mais même sur le rapport aux jeux vidéo, ça a énormément évolué. J'ai eu mon beau-frère une fois là qui avait 17 ans à l'époque, qui est venu, chez nous. Donc moi, vous imaginez bien que j'ai plein de jeux vidéo, des consoles à gogo et tout ça. Et en fait, il passait son temps à regarder, des youtubeurs ou des, twitchers jouer aux jeux vidéo. Et j'étais là et j'ai vu, là, l'écart générationnel, même si je suis quand même encore, assez jeune. Je dis: «Mais tu as plein de jeux, devant toi, pourquoi tu joues pas plutôt que de regarder des gens qui jouent?» Et j'ai déjà senti, voilà, que c'était une autre génération. Après aussi, on a remarqué que, beaucoup de jeunes qu'on va considérer comme, introvertis ou peu sociables, en fait, ont toute une autre vie, en ligne, vont, s'épanouir. C'est juste qu'ils ont peut-être plus de mal à créer du lien, dans le réel, mais par contre dans le jeu vidéo, sur notamment les jeux en ligne, vont avoir toute une communauté. Je crois que, j'avais entendu parler d'une histoire d'un jeune homme qui était décédé. Je crois que c'était un jeune homme qui était, assez isolé socialement et tout ça et en fait, ses parents ont découvert qu'il avait toute une vie, je crois que c'était sur World of Warcraft où il était, leader de sa communauté et qu'il avait énormément, d'amis, en ligne qui sont venus lui rendre hommage, je crois, lors des obsèques et tout et en fait, les parents ont halluciné, en fait, de cette vie, numérique, virtuelle qu'il avait dans le jeu vidéo et souvent le jeu vidéo, c'est une échappatoire pour des personnes qui sont un petit peu, isolées ou introverties. Donc encore une fois, ouais, faut pas diaboliser, je pense, les réseaux sociaux, et les jeux vidéo sur ce sujet-là. Ouais, je suis d'accord, et tu le sais bien, Solène, chez Chute, on est dans une posture, dans un positionnement mesuré concernant, tout ce qui est numérique, mais je peux pas m'empêcher quand même de vous parler un peu des réseaux sociaux et de l'impact qu'ils ont dans nos vies. Et quand même, il y a des spécificités. En fait, le cyberharcèlement, scolaire, il a les spécificités du harcèlement en tant que, prolongement du harcèlement à l'école et donc les solutions sont à chercher évidemment, dans la cour de récré, voilà, et tout ce que vous avez dit Emmanuel, je trouve ça super pertinent. Je pense vraiment que ça commence par là, quoi. Après il y a quand même, aussi des spécificités propres, aux réseaux sociaux et au cyberharcèlement et donc vous l'avez dit aussi, tout ce qui est cyberviolence et je trouve ça intéressant quand même de les avoir en tête, parce que ça amplifie, c'est un facteur aggravant du harcèlement et c'est pas pour rien peut-être qu'actuellement effectivement on préconise, d'aller sur les réseaux sociaux plus tard, parce qu'il y a actuellement des enfants qui sont sur les réseaux sociaux, dès la CM1, CM2, sur Twitter, enfin X, sur d'autres,
hyper tôt. X décemment. Ouais, alors ça, c'est un c'est un truc qui nous a beaucoup surpris dernièrement dans nos ateliers justement, encore une fois et on a des jeunes et puis les parents le savent pas, enfin, il y a pas forcément de contrôle, voilà, de d'informations à ce sujet et donc il faut quand même s'interroger un petit peu sur ce qui se passe sur les réseaux sociaux, et de la façon dont ça amplifie les phénomènes. Et moi, il y a quelque chose que je trouve intéressant, justement, je voulais vous poser la question, Emmanuel, sur les réseaux sociaux, il y a le phénomène du pseudonymat. On peut, voilà, être masqué, quelque part et pouvoir, il y a une est-ce qu'il y a une forme de désinhibition à pouvoir dire, faire, commenter, en utilisant les pires, mots, qui soient, et cetera. Est-ce que est-ce que ça participe un peu au plaisir que peut ressentir l'agresseur? Ou, parce que vous parlez de ça, du plaisir, qu'a l'agresseur, cet effet de pouvoir, alors à la fois du pseudonyme et du fait de recevoir des notifications, donc la gratification qu'on peut ressentir, elle et l'effet de popularité qui est décuplé aussi parce qu'on va pouvoir toucher bien plus massivement beaucoup plus de monde alors et peut-être sans rentrer dans justement ces termes qui font un peu peur de raid numérique ou, d'effet de meute, enfin, est-ce qu'il y a quand même pas cette notion de plaisir qui est décuplée, qui donne encore plus envie donc au à l'agresseur de venir, agresser sur les réseaux sociaux aussi, en fait? Ce que je crois surtout, c'est que ça permet de le faire en se sentant, beaucoup moins, honteux, en fait, hein, honteux, au sens où, on pourrait nous découvrir, hein, pas honteux par rapport à soi-même, on est bien d'accord? Donc, ça, c'est clair que ça joue. Maintenant, quand je dis qu'en effet, le carburant du harcèlement, c'est le plaisir et je redis, hein, je parle vraiment de harcèlement, je parle pas de violence, hein. Je crois qu'il faut vraiment qu'on f en fait, je trouve que la métaphore qui est utile sans doute pour cette distinction, c'est la différence. Il y a vraiment une différence, par exemple, entre le harcèlement, en milieu scolaire, disons, voilà, in real life et le harcèlement de rue. Vous voyez ce que je veux dire? Pourtant, on emploie le même terme, mais le harcèlement de rue, ça veut dire que nos gamines, en fait, elles peuvent, la même journée, se faire harceler par 20 mecs différents sur la même thématique, mais c'est pas du harcèlement au sens où on l'entend. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un harcèlement plus systémique. C'est pas l'interaction dans laquelle nous on intervient, en fait et la plupart du temps, je crois que le plaisir, il est enfin, c'est pas que je crois, c'est que je constate que le plaisir, il est lié à la souffrance du harcelé, c'est-à-dire à la perception que le harceleur a de la souffrance du harcelé et sur les réseaux, c'est moins fort, en fait, la plupart du temps que dans la cour. Dans la cour où vraiment là, on a une espèce de perception d'un espèce d'ascendant qu'on a globalement sur toute une cour, c'est physique, c'est incarné, c'est charnel, on a des gens qui courbent les chines, on a, un gamin qui est à terre. Là, ça crée du plaisir, vous voyez ce que je veux dire? Dans l'anonymat de quelque chose où on va avoir 3 likes ou 4 likes, parce que je le redis, moi ce que je constate, hein, c'est que c'est plutôt sur le groupe WhatsApp de la classe, je pense que c'est un tout petit peu moins fort comme plaisir. Ça n'empêche pas qu'il y a vraiment des gamines qui, à un moment donné, parce qu'elles vont publier un contenu, vont se faire mais vraiment massacrer, par plein de débiles, on est d'accord, qui sont, hyper misogynes ou, hyper sexistes. Mais pour moi, c'est pas le même phénomène, vous voyez ce que je veux dire? On Donc est il sur faudrait distinguer aussi tout ce qui est, non, harcèlement scolaire d'une part et d'autre part, tout ce qui est harcèlement sexiste et sexuel, qui a lieu, vraiment spécifiquement sur les réseaux sociaux. Ça me fait penser en fait à cette histoire vraiment glauque, enfin très, très dure, excusez-moi, mais d'une jeune fille qui était poignardée et brûlée, vive par son petit copain, de l'époque, qui s'appelait Shaina à Creil et ça avait commencé sur, Snapchat cette histoire. Ou avec un échange de enfin du chantage, de la sextorsion comme on dit, de contenu, intime et ça s'est très, très mal terminé. Enfin et ça a quand même commencé sur un réseau social et ça a très vite, eu lieu en ligne. Voilà et donc quand même ça questionne sur, le fait que ce cyberharcèlement touche aussi beaucoup les jeunes filles justement et est-ce que ça du coup c'est différent pour vous? C'est pas la même, Oui, c'est pour moi, c'est du cybersexisme, si on devait le dire. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des faits de harcèlement qui s'appuient sur la misogynie et sur le sexisme, on est d'accord, hein? Du cas de harcèlement dans la vraie vie, bien entendu. Mais, je trouve que, tout comme le revenge porn, par exemple, qui fait partie pour moi du même champ, en fait, hein, d'une certaine manière, qui est très genré, hein. Le revenge porn, c'est toujours pratiquement des garçons qui diffusent, pardon, hein, Michael, mais ce sont des garçons qui diffusent des photos ou des vidéos voilà, intimes de leur ex-partenaire parce qu'ils sont très vexés d'avoir été,
de ne pas avoir été gardé comme partenaire. C'est souvent comme ça que ça se passe. Pour moi, on n'est pas dans une mécanique de harcèlement scolaire. On est dans une mécanique de harcèlement sexiste et dans un champ qui est celui de la relation, amoureuse, entre guillemets, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et je pense que si on amalgame tout, on n'est pas suffisamment fin dans la façon de procéder pour remédier à ça, quoi. Il n'empêche que moi, j'ai écrit un bouquin qui s'appelle «Allez les filles», où je vraiment, la seule thématique, c'est comment aider des jeunes filles à, faire changer l'inconfort de côté et à mettre l'inconfort sur l'épaule des misogynes. On est d'accord? Donc tout s'entremêle, mais je pense qu'il faut être clair sur la définition, quoi, en fait. Oui, juste sur le harcèlement scolaire, en fait, ce qui va être constitutif, c'est la répétition. C'est ça, c'est la répétition et c'est aussi enfin, bon, les chercheurs pour l'instant disent qu'il y a 3 critères en fait, hein. La répétitivité en effet, tout à fait. Ça, c'est vraiment très important. Mais répétitivité par une même personne, enfin, je veux dire par dans un même environnement, pas dans la rue. Vous voyez ce que je veux dire? Pas forcément sur les réseaux, mais une répétitivité dans un environnement donné. Le fait que, il y ait ce déséquilibre en fait, cette asymétrie, ça fait partie du harcèlement parce qu'il peut y avoir aussi des batailles en ligne, hein, je veux dire, ou des batailles dans la cour, hein, et comme je le redis, les parents sont très inquiétés. Chaque fois qu'il y a quelque chose qui dysfonctionne un peu, on va avoir tendance vite à mettre le terme de harcèlement, alors que parfois, il s'agit d'escalade symétrique et non pas d'escalade complémentaire comme celle dont on parlait tout à l'heure. Et puis le troisième point qui n'est pas obligatoire, mais qui est quand même très fréquent, c'est qu'il y ait un collectif. Et alors, par exemple, enfin, si on prend enfin, parce qu'il y a justement mon post de la semaine dernière, là, où je donnais, les chiffres, je disais: «J'ai autant peur que mon fils soit harcelé qu'il soit harceleur». Parce que pour moi, il y a quand même ce côté témoin passif et me dire qu'il y en a qui se font harceler dans le groupe classe où ils sont 26 et que donc tous les autres ne disent rien, enfin, heu, c'est quoi ce principe de témoin et de témoin passif, qui va pas intervenir et cetera, comment est-ce qu'on les traite, eux? Déjà, il y a un point très important, c'est qu'en effet, les enfants harceleurs, hein, les témoins actifs ou les harceleurs, tout comme les témoins passifs, mais parlons déjà de ces 2 premières catégories, ce ne sont pas des psychopathes, ce ne sont pas des enfants de psychopathes, ce sont nos enfants. Il faut être parfaitement clair là-dessus, donc c'est très bien de se poser la question parce que, je suis désolée, mais vu le nombre de faits de harcèlement qu'il y a, ça veut dire qu'il y a aussi beaucoup de harceleurs. Ils ne sont pas, isolés, voilà, donc c'est une vraie question. Hem Je le redis, je pense que les adolescents harceleurs, plus qu'avant, parce que là, il y a quelque chose de très moderne, c'est vraiment que leur panique absolue, c'est le fait d'être tout seul et d'être harcelé. Alors bon, c'était déjà le cas pour nous, mais là, c'est vraiment une panique. C'est vraiment le pire qui puisse leur arriver et d'ailleurs, ils ne répondent pas au questionnaire. C'est ça aussi qu'il faut bien comprendre. C'est-à-dire que les chiffres sont totalement faux au collège. Il y a ce biais de désirabilité qui fait qu'à un moment donné, on ne dit pas qu'on est harcelé parce que sinon, on est vraiment une grosse victime et en plus, ils ont très peur de ce que les adultes vont faire de cette information par ailleurs, sur en quoi ils n'ont pas tort, parce que les interventions des adultes sont quand même souvent très aggravantes. Et donc, moi, ce qui m'interroge, c'est quand en effet on va dire à des enfants témoins, «Ce serait bien que tu interviennes parce que ça ferait de toi une belle personne». Mais alors d'abord, souvent, je trouve que les politiques qui disent ça, moi, tout de suite, la question qui me vient, c'est: «Est-ce que toi tu interviens si une jeune fille se fait violer dans le métro, tu es sûr? Est-ce que tu es sûr déjà?» Pose-toi déjà la question, avant de demander à des gamins d'intervenir et de se mettre en danger. Parce qu'en fait, pourquoi les enfants n'interviennent pas? Pas parce que non plus ils sont méchants ou mal élevés, mais parce qu'ils ont peur en fait, Solène, et que leur culpabilité, leur mal-être, que je ne nie pas pour un certain nombre d'entre eux, est moins fort que la peur qu'ils ont d'être le prochain sur la liste. Et donc moi, je ne serai pas cet adulte qui va dire à des gamins: «Tu devrais intervenir, parce que c'est pas très risqué». Bien sûr que si, c'est risqué. Donc moi, je trouve que c'est pas une bonne façon de faire. Je pense que quand, en effet, on leur assène tous les ans là: «Interviens, sois, solidaire» et tout ça, sois un héros. Je pense que non seulement ils ne le feront pas, mais ils se sentiront encore plus coupables. Donc on est en train d'aggraver leur mal-être d'une certaine manière. Donc moi, je travaille beaucoup plus, avec, ces enfants-là témoins, et qui sont dans ce mal-être. Il y en a qui sont pas dans ce mal-être, hein, mais il y en a beaucoup qui sont dans ce mal-être, je pense. En mettant en place des ateliers, dans les établissements où en fait on présente la façon dont on travaille, donc comment en effet faire changer un confort de côté grâce à l'autodérision, grâce à l'humour, comment est-ce qu'on fait tomber de son piédestal, le harceleur. On présente à tout le monde, on ne répond à aucune question. Pourquoi on ne répond à aucune question? Parce que dans ces ateliers, le risque, c'est qu'il y ait des enfants harcelés qui se livrent
et qui donc se mettent en danger devant de potentiels harceleurs. Et puis ensuite, on fait des ateliers qui sont très confidentiels. On écrit cours de yoga dessus. Personne n'a envie de venir. Voilà, ils se sont inscrits. Et là, les enfants qui se sentent mal à l'aise et voilà et qui ont envie d'aider les enfants harcelés peuvent être conviés si l'enfant harcelé le décide. C'est-à-dire que chaque enfant harcelé peut dire je voudrais venir avec un tel pour que là il puisse les aider à réfléchir à des stratégies pour en effet créer de l'inconfort à celui qui harcèle. Parce que le plus efficace, c'est le pair à pair, c'est ça? C'est le fait de C'est surtout que on les met pas en danger en fait en faisant ça. C'est-à-dire qu'ils vont aider l'enfant harcelé, tu vois Sophie, à élaborer une stratégie qui va changer la relation que le harcelé a avec le harceleur. Il l'aide, mais il se met pas en danger en fait. Mais du coup, faudrait pas qu'on fasse des cours d'humour plutôt que des cours d'empathie? Ah mais si, mais alors ça, moi je suis absolument d'accord avec toi, bien sûr, les cours d'empathie, mais je trouve ça juste dingue. En plus, enfin, je trouve ça extrêmement méprisant vis-à-vis des enseignants. En gros, à qui on dit, comme jusqu'à présent, vous n'avez parlé que de violence et d'agressivité à vos élèves, car vous êtes pathétiques. Merci maintenant de leur parler d'empathie. Mais je veux dire, les enseignants, ils parlent d'empathie depuis toujours à leurs élèves. Évidemment, ils passent leur temps à dire: «Non, on ne fait pas ça». Enfin, je veux dire, bien sûr, ils sont en permanence en train de leur dire ça. Donc déjà, j'ai trouvé ça très méprisant et puis en plus, je trouve que c'est une injonction paradoxale. C'est que je ne crois pas qu'on puisse ressentir de l'empathie sur demande, en fait. C'est Bah, c'est quelque ce chose que d'intime, l'empathie. je disais la semaine dernière. La semaine dernière, j'étais interviewée et je disais: «L'empathie ne se décrète pas, hein». C'est pas, bon, Exactement. bah, tout le monde va faire de l'empathie et on va tous devenir empathiques, hein. Très bien, bon et ben, maintenant on va passer à la rubrique au secours. Donc question de parents: «Mon fils ne semble pas avoir d'amis du tout à l'école. Comment est-ce que je peux savoir, s'il est victime d'harcèlement et comment je peux réagir sans empirer la situation?» Et donc là, je mets une question sur la question. Comment est-ce qu'on fait en tant que parent pour se dire: «Non mais là, j'en fais pas trop, quoi»? Eh bien, je pense que, la seule personne qui peut dire ça, c'est l'enfant harcelé lui-même, en fait. Mais ça revient à ce qu'on disait avant, c'est-à-dire que, hem je pense que encore une fois, donc ça c'est très important et vraiment il faut que les parents l'entendent. Les adolescents harcelés, les enfants harcelés, ils n'en parlent pas à leurs parents dans une majorité de cas, hein, ça il faut le savoir, pour 2 raisons. La première, c'est qu'ils ne veulent pas inquiéter des parents déjà très inquiétés, comme je le disais au préalable, donc ils disent: «Je ça va ça va faire partir maman de façon absolument horrible, voilà, elle va être super mal, voilà et papa, voilà» et puis ils vont être super, malheureux. Et puis la deuxième raison pour laquelle ils n'en parlent pas, c'est qu'ils ont peur de ce que vous allez faire pour faire cesser ça, d'accord? Donc ils ont peur, par exemple, pour certains, que, on aille voir les enfants eux-mêmes, qui font ça, parce que ça vraiment c'est quelque chose on ne se rend pas compte à quel point ça les met mal à l'aise, en fait, hein. C'est-à-dire quand une maman ou un papa va voir un autre enfant en disant: «Tu arrêtes maintenant de t'en prendre à ma fille parce que sinon ça va mal aller», ils ne se rendent pas compte à quel point ça les fragilise. Je veux dire, c'est comme s'ils mettaient un post-it sur le front en écrivant: «Vas-y, fais-toi plaisir, sans ma mère, je ne suis rien». Ce qui n'est pas exactement quelque chose de très adéquat pour, renforcer leur puissance, quoi. Ils n'ont pas forcément envie qu'on aille en parler, au CPE, ils n'ont pas forcément envie d'un certain nombre de choses parce qu'ils se disent et je suis désolée, mais ils sont plus compétents que nous. Ça, c'est qu'il faut quand même l'admettre puisque la plupart du temps, les enfants victimes de harcèlement, ils sont très observateurs, très fins, ils sont aux aguets en permanence, donc je veux dire, ils voient des choses qu'on voit pas et encore une fois, c'est encore un sujet qu'on regarde avec nos lunettes d'adulte, donc on est très, très myope. Hem et donc ils ont hyper peur de ça parce qu'ils ont peur que ça soit encore plus dur pour eux derrière. Donc c'est les 2 raisons pour lesquelles ils n'en parlent pas. Donc si dans son cœur de maman inquiète, dans son cœur de papa inquiet, on a la sensation que potentiellement, son enfant est, soit maltraité, soit isolé, hein, qui est une nouvelle forme, je trouve, de souffrance, qui vraiment prendre beaucoup de place en ce moment Oui dans et nos d'ailleurs, sur enfin, je te coupe, mais il paraît que les filles, c'est beaucoup plus l'isolation. Est-ce qu'il y a les ce stéréotype de genre, enfin, j'avais lu que les filles, souvent, elles étaient isolées: «Tu es plus ma copine», alors que les garçons, c'était plus les moqueries. Enfin, je sais pas si Oui, c'est alors, les filles, ce qu'elles font beaucoup, c'est qu'elles prennent et qu'elles re elles jettent, elles reprennent, elles jettent, elles reprennent. Elles font beaucoup ça, en fait, hein, voilà. Et les garçons sont plus dans une espèce d'intimidation qui s'appuie un peu sur la force physique. Mais bon, tout ça est très peu étanche, hein, quand même. Donc, si dans son cœur de papa, de maman, on se dit, j'ai la sensation, moi, que c'est difficile pour lui avec les autres en ce moment, alors je pense que, ce qui est très intéressant, à dire à son enfant, c'est de lui dire ou à son adolescent: «J'ai l'impression que c'est dur pour toi en ce moment. Je comprends que tu ne m'en parles pas.
parce que nous, les adultes, on fait des choses très étranges, à certains moments, donc je comprends. Surtout si on a déjà fait des conneries, hein. Je peux comprendre que tu ne m'en parles pas. Sache que si tu m'en parles, je ne ferai rien avec lequel tu ne seras pas strictement d'accord. Alors, ça a l'air vraiment d'une simplicité, sans nom, sauf que c'est absolument pas ce qui se passe. C'est-à-dire que on ne fait pas du tout confiance aux enfants harcelés aujourd'hui en France. C'est-à-dire qu'on considère je sais pas, qu'ils ont pas de compétences, qu'ils sont, faibles par nature, qu'ils le resteront tout le temps. Enfin, je ne sais pas exactement quelle vision on a d'eux, mais on ne les écoute jamais lorsqu'ils disent: «Je ne veux pas qu'on fasse ça». On pense à leur place, en fait. Et donc, très clairement, chaque fois qu'un parent fait ça, ben, l'enfant est plus apte à lui dire s'il lui fait confiance, hein. Parce que si derrière, c'est pour pas tenir l'engagement, là vraiment vous perdez complètement, sa confiance. C'est débilité, ouais. Mais là alors ouais, là alors il peut dire des choses qu'on n'a pas envie d'entendre du tout parce que je veux dire, franchement pour un parent et peut-être on l'a pas assez dit, c'est une douleur, animale que de savoir que son enfant n'est pas aimé, hein, qu'il est isolé, qu'il est maltraité et cetera. C'est affreux. Hem et donc il faut le dire, en fait. Je crois qu'il faut le dire. C'est-à-dire qu'il faut dire à son enfant: «Je suis ultra triste de ce qui t'arrive chérie, je trouve ça horrible. En plus, je ne comprends pas comment il ne voit pas la personne magnifique que tu es. Je ne comprends pas, cet aveuglement, qui les caractérise. Je suis tellement, tellement désolée pour toi». Voilà et de faire un câlin et de dire: «Après, on discute ensemble de ce qu'on peut faire, mais je ne t'imposerai rien». Enfin, moi, j'ai eu la discussion là avec un papa, en sortie d'école, qui me disait: «Oui, il y a un tel, qui a tapé mon fils, je vais aller le voir tout de suite», et je lui disais: «Non, non, mais fais pas ça. Enfin, dis-lui, d'aller voir lui-même l'enfant pour lui dire», enfin, je crois que l'enfant lui avait craché dessus, un truc comme ça, «Ce n'est pas acceptable que tu me craches dessus», mais je lui dis: «Mais ils vont régler ça tout seuls», mais le père était parti, mais très, très vite dans les tours, quoi, et C'est normal, hein, c'est normal. Mmh. Est-ce que c'est parce que, j'ai envie de poser plein de questions, je suis désolée. Mais pour la est-ce que aujourd'hui, il y a plus de harcèlement ou en tout cas, on a l'impression qu'il y en a plus parce que les parents sont plus inquiets et donc transmettent, cette peur, et créent des enfants vulnérables quelque part, parce ils anticipent les problèmes de harcèlement qu'il peut y avoir dès qu'il y a, je sais pas, un enfant qui a quelque chose d'un peu différent, tout de suite les parents sont plus enfin et est-ce qu'on est dans une société aujourd'hui où les parents sont plus inquiets parce que voilà, les parents hélicoptères, on est très, très on est dans les squares, on est juste à côté des enfants, on les lâche plus, enfin voilà. Est-ce qu'il y a de ça qui joue aujourd'hui? Moi, je pense que ça joue sur l'intensité, en fait, de la souffrance des enfants et au fond, je pense que moi qui suis donc, extrêmement âgée, ma mère, quand je rentrais de l'école, ne me demandait jamais comment ça s'était passé avec les autres. Mais jamais! Enfin, je veux dire, c'était pas un sujet. D'ailleurs, on peut peut-être d'ailleurs dire que c'était trop pas un sujet. D'accord, je ne sais pas. Elle, ce qui l'intéressait, c'était mes notes en mathématiques qui n'étaient pas brillantes. Donc ça donnait d'autres tensions, une tension en place. Mais aujourd'hui, moi, je me retrouve plein de fois parce que moi, je reçois toujours les parents en première séance parce que je veux qu'on travaille ensemble. Je ne veux pas qu'on fasse des choses, qui soient, à l'opposé, les unes des autres. Donc c'est hyper important pour moi que ce soit mes cothérapeutes dans les problématiques de harcèlement. Et donc je les vois en première séance pour la plupart du temps leur demander d'arrêter de faire un certain nombre de choses et de faire très différemment puisque ce sera à 180° si vous m'avez suivi. Et des fois, le simple fait de dire à des parents: «Je vais vous demander juste dans un premier temps déjà de ne plus du tout lui poser la question de comment ça s'est passé avec les autres, avec qui tu as mangé à la cantine, est-ce que l'autre t'a encore embêté? Est-ce que ça va mieux? Est-ce que machin?» Donc d'arrêter ça juste et d'attendre qu'il vous en parle ou pas. Donc et s'il vous en parle, de faire ce qu'on vient de dire, hein, c'est-à-dire de lui dire: «C'est horrible chérie», et de lui faire un câlin et de voir un peu comment ça évolue. Eh bien, c'est assez frappant de constater à quel point, du coup, les enfants en parlent beaucoup moins parce qu'il y a plus le projecteur mis là-dessus, vous voyez? Et le risque, vous le dites très bien, hein, Sophie, c'est que tu le dis très bien, pardon. C'est que, en mettant le projecteur, comme ça, on va les essentialiser comme étant, des victimes et au fond, chez lesquelles ne nous intéresse au fond que cette souffrance-là. Donc, ça la fait grossir de facto. C'est pour ça que, pour moi, ça crée une intensité, supplémentaire. Par ailleurs, je crois que ça crée aussi quelque chose de très compliqué pour les équipes éducatives, c'est que les parents sont au taquet. Enfin, je veux dire, dès qu'il y a, mais c'est encore une fois pas un reproche que je leur fais, mais en face, on a des équipes éducatives qui ne sont pas formées. Je veux dire, il faut le redire quand même ça. Parce qu'on leur met tout sur le dos à certains moments, mais je veux dire, ils ne sont pas formés. Ils sont formés, voilà, vaguement, à quelque chose qui, de mon point de vue, en plus, n'est pas très efficace, d'après les chiffres, hein, c'est pas moi qui le dis, mais voilà
Et donc, enfin, ça crée quand même quelque chose de très délétère comme climat, autour de ce sujet. Et le troisième point, je trouve, c'est que du coup, ça fait que les collégiens n'en parlent plus du tout. Enfin, c'est ce que je vous disais, le chiffre dont je vous parlais des 60 de collégiens, c'est issu d'une thèse, de qui est parue au PUF, qui s'appelle «À l'école des mauvaises réputations» de Margot Déage, qui met en exergue ce chiffre. C'est quand même, c'est fascinant. C'est-à-dire que je pense qu'on en parle encore moins qu'avant, alors que tout ils nous expliquent tous que la parole s'est libérée. Moi, je sais, elle s'est libérée chez les adultes, mais pas chez les collégiens. Et puis aussi, je pense que ce qui paraît grave pour nous, des fois, ne paraît pas grave pour eux. Enfin, moi, je vois des fois, enfin, mon fils aîné, quand il joue en ligne, je trouve que des fois, le langage est très fleuri. Mais en fait, eux, ils sont entre potes et c'est pas grave s'ils s'insultent, quoi. Exactement, c'est ça que je voulais dire aussi par rapport au monde parallèle, dont on parlait, c'est qu'ils ont mais j'en parlais avec des ados l'autre fois en conférence, je leur disais: «Mais les gars, c'est quand même extrêmement bizarre que vous vous traitiez de pute et de bâtard, toutes les 4 secondes». Enfin, je veux dire, j'ai bien compris que c'était de l'affection, mais je veux dire, nous, ça nous fait bizarre, je veux dire, parce qu'on s'est dit: «Mais pourquoi ils se défoncent la gueule comme ça?» Et en vrai, c'est très affectueux. Mais vraiment, enfin, je le pense vraiment. Donc, on est sur voilà, une nouvelle façon de faire, et puis ça va changer dans 5 ans, et puis ça va rechanger dans 5 ans, et voilà. Et je crois qu'en revanche, c'est important de bien comprendre ça, parce que si on ne le comprend pas, et c'est pour ça que moi, depuis, pratiquement 20 ans, je milite pour qu'on soit à côté, je le redis, des enfants. Pas entre eux et le monde, comme disait Sophie. Pas entre eux et le monde, mais à côté. Parce que, en étant à côté et en regardant le monde avec leurs yeux aussi, on va être beaucoup plus aidant qu'en essayant de les protéger de ce monde, ou en se mettant au-dessus en disant, «Maman, c'est mieux que toi, ce qui est bon pour toi». Donc c'est vraiment être à côté, et c'est compliqué d'être à côté. Et c'est pour ça que, c'est pour ça que quand on se met à côté et qu'on voit qu'en fait ils se traitent comme ça, ils se traitent de cette façon-là, on se rend bien compte que c'est pas un problème, en fait. Et donc on est beaucoup plus aidant. Parce que si on commence à stresser à cause de ça, on est à côté de la plaque, et là ils nous le font savoir, hein. Soit en se taisant, soit en disant, carrément: «Tu es totalement à côté de la plaque», vraiment. Bon, allez, pour être un peu moins has-been, on passe à la dernière rubrique, la rubrique «Mais qu'est-ce qu'ils disent?», où en fait, on va parler un petit peu, des mots. Là, cette semaine, j'ai été chercher des mots, évidemment, liés un petit peu au harcèlement. Alors, c'est vrai que toutes les semaines, en fait, on a énormément de mots qui viennent, des Anglais. Donc, je ne sais pas si toutes ces terminologies, est-ce que nos enfants parlent de plus en plus de manière anglophone, et cetera. Mais bon, dans le registre et la sémantique, du harcèlement, mis à part, harceler, harceleur, harcèlement, le reste, c'est beaucoup plus, de l'anglais. Et donc je vais vous donner des mots et vous allez me dire quelle est la définition que vous en avez. Alors, si je vous parle de bashing, C'est insulter, se moquer, tout ça, non? De se faire bâcher parce que du coup, ça a été un peu francisé, mais ouais. ouais, ouais, c'est un peu se faire bâcher, se faire casser, quoi. Donc, c'est, le dénigrement, c'est se défouler en critiquant, en insultant et en colportant des rumeurs et des mensonges sur quelqu'un. Le bullying, c'est, Pareil, non? Ouais. en OK, OK. fait, et c'est là peut-être que les anglo-saxons sont beaucoup plus, pointilleux que nous, Ah. parce que le bullying, c'est des attaques répétées et incessantes. Mmh. Alors que nous, Oui, en fait, d'ailleurs, on dit ouais, il y a être bully maintenant en Ouais, on n'a français pas aussi. ouais, 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 et donc c'est l'attaque répétée et incessante. Donc c'est là où ils sont, je pense, peut-être plus, précis que nous. Le doxing, C'est le fait de dévoiler des données? C'est ça, les données ouais, personnelles? Bon. il s'agit de Des révéler des dossiers, ouais. informations personnelles sur les autres. Le flaming, Avoir la flemme? C'est quoi? vous savez pas? Non. Non. C'est, une agression qui vise à générer des propos explosifs sur les autres, et donc dont le ton est volontairement insultant pour créer un conflit. Donc c'est, vraiment, on a l'intention de créer un conflit. C'est allumer le feu, quoi, Bon, le presque, ouais. hater, ouais, c'est Mmh. ça. Le haters, Ah oui, les haters, il y en Ceux a qui quelques-uns critiquent, sur quoi, ouais. X. Ouais. quelqu'un Oui, qui d'ailleurs, pour passe son revenir à temps à X, il y a énormément de dénigrer. contenu, pornographique sur Oui, X. parce que ça a été, déclassifié. Ouais, donc gros warning, ouais, pour les parents sur X, parce qu'il y a vraiment du Clairement, ouais. contenu De plus en pornographique, plus. accessible, hyper facilement, ouais.
et le blocage sur X a été, revu, et maintenant c'est un blocage partiel. On ne peut plus bloquer complètement, des contenus, enfin quelqu'un, et on continue de voir le contenu. Il peut plus interagir avec nous, mais on continue de voir le contenu. Donc, enfin, non, ça va pas dans le Thank bon you, sens, X, hein, Elon. clairement. Voilà. C'est là où il y a le plus, c'est le réseau qui est connu pour ses haters, hein. Et donc un dernier pour la route, le mobbing. C'est du harcèlement. Et ben c'est typiquement le harcèlement dans un groupe. C'est ça. OK. Donc c'est le harcèlement qui se manifeste dans un groupe comme le groupe classe ou l'équipe de sport, et donc qui agresse le plus faible au sein du groupe. Mmh. Enfin, celui qu'ils ont désigné Mmh. comme le plus faible au sein du groupe. Voilà pour donc vous avez quand même appris quelques mots, hein, mais bon, c'est pas les mots qu'on aimerait, dont on aimerait se servir le plus, hein. Eh ben, écoutez, on arrive à la fin, c'est la conclusion de cette émission. Merci à nos invités, Sophie, Mika, un énorme merci Emmanuel, de nous avoir un petit peu décrypté tout ça et d'avoir un petit peu cassé nos biais inconscients et les stéréotypes qu'on peut avoir sur le harcèlement. N'oubliez pas de vous abonner, de nous laisser un commentaire et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci. Si vous avez aimé cet épisode de Génération Parents, n'oubliez pas de vous abonner sur les plateformes de podcast ou sur YouTube et de nous laisser un commentaire. Ça nous aide beaucoup pour le référencement. Merci.